Bonsoir à tous. Donc, je suis effectivement le docteur Ledru. Je suis chirurgien de l'épaule à la clinique du Parc. Je suis récemment installé depuis maintenant bientôt 3 mois. Donc, j'ai la chance, on m'a sollicité pour communiquer avec vous sur cette pathologie de l'épaule chez le sportif. Et donc, on va essayer de vous présenter tout un tas de choses pour que vous repartiez de ce webinaire avec les idées claires sur les pathologies de l'épaule rencontrées chez le sportif. On va essayer de répondre aux différentes questions que se pose un petit peu le sportif, ou en tout cas que nous, on entend souvent en consultation et que vous, je pense, les kinés, les médecins devez entendre également. On va du coup faire un petit état des lieux des pathologies de l'épaule qu'on peut rencontrer et puis essayer de répondre à cette question un petit peu du taux de retour au sport, un peu pathologie par pathologie. Et puis, on a la chance d'être du coup ce soir avec le docteur Lévigne, qui est donc mon associé et qui a beaucoup travaillé Bonjour. sur le conflit justement glénoïdien postéro-supérieur, qui a été décrit par Gilles Walsh il y a quelques années et sur lequel le docteur Lévy nous a beaucoup travaillé. Il nous fait la chance d'être avec nous ce soir pour nous parler un petit peu de cette pathologie en fin de présentation. Et puis en toute fin de présentation, surtout, n'hésitez pas à poser des questions parce que il y aura un temps justement de questions-réponses d'échange pour qu'on puisse un petit peu essayer de répondre à tout. Donc on commence avec du coup, finalement, ce que je trouvais intéressant, c'était quelles sont les questions que nous on entend très souvent. Et le sportif, ce qui l'intéresse, c'est quand est-ce que je vais pouvoir reprendre après une blessure, un traumatisme, c'est quand est-ce que je peux reprendre. L'autre question qu'on entend souvent, c'est est-ce que je vais pouvoir reprendre comme avant? Quel sport je peux reprendre? Est-ce que des gestes me seront contre-indiqués? Des activités me seront contre-indiquées? Et puis nous, ce qui nous intéresse un peu les chirurgiens, c'est est-ce qu'on va réussir à le faire reprendre avec le même niveau d'activité post-opératoire, son sport avec le même niveau, et notamment du coup une épaule qui lui permettra de reprendre la compétition. J'ai un peu exclu volontairement la population du sportif professionnel qui est une population un petit peu particulière où il y a des contraintes financières et de temps selon la compétition qui rendent un peu la prise en charge différente. On a voulu rendre cette présentation la plus claire possible et pour commencer, du coup, on a voulu séparer les origines traumatiques des pathologies qu'on pourrait rencontrer chez le sportif, mais aussi finalement dans la population générale. Et dans ces pathologies d'origine traumatique, j'ai listé ces 4 entités: l'instabilité de l'articulation gléno-humérale avec donc des luxations soit aiguës, soit récidivantes, ces luxations qui peuvent toujours être, attention, antérieures ou postérieures. Les entorses acromioclaviculaires, donc toute la pathologie de disjonction acromioclaviculaire que vous voyez en bas, hein, avec des radios assez clairs. La pathologie fracturaire, où alors là, tous les éléments osseux peuvent être concernés. Et la pathologie de rupture traumatique de coiffe. Et si vous voulez, on pourra en discuter à la fin de la présentation. On a voulu vous éclaircir un petit peu sur finalement des pathologies un petit peu plus spécifiquement rencontrées chez le sportif. Et ces pathologies, souvent, elles sont d'origine plutôt micro-traumatique. Donc là, vous allez voir, il y a une petite liste. Et du coup, on a voulu vous faire quelques diapos et vous éclaircir sur les formes un petit peu particulières d'instabilité, où on a des formes douloureuses pures d'instabilité, ce qu'est une slap lésion, quelque chose qu'on entend un peu beaucoup et c'était bien, je pense, de revenir un petit peu là-dessus. Le conflit glénoïdien postéro-supérieur que nous présentera le docteur Lévigne tout à l'heure. La tendinopathie de la coiffe, qui peut, en cas d'évolution bien sûr très prolongée, aller jusqu'à la rupture dégénérative. L'arthropathie acromioclaviculaire. Et j'ai voulu prendre un exemple de pathologie neurologique qui est le cas de la compression du nerf suprascapulaire. J'ai simplement noté là les pathologies cervicales parce que c'est quand même un élément de diagnostic différentiel dans les pathologies de l'épaule qui, de temps en temps, peut occasionner des douleurs. Alors, on commence avec donc l'instabilité de l'épaule. C'est une pathologie qu'on rencontre fréquemment, nous, les chirurgiens de l'épaule. L'incidence est importante. Ça touche surtout une population plutôt jeune, plutôt des hommes, avec une prédominance, bien sûr, antérieure de l'instabilité, donc 90% des cas environ.
Cette instabilité peut être favorisée par une hyperlaxité de l'épaule. L'hyperlaxité, elle se définit par une rotation externe 1, coup de corps supérieur à 85 degrés. Ce n'est pas une maladie, hein, l'hyperlaxité. Il existe différentes formes cliniques d'instabilité et on peut distinguer un peu trois présentations. La luxation récidivante avec des épisodes itératifs de luxation vraie, gléno-humérale antérieure, qui classiquement ne posent pas trop de problèmes diagnostiques. Et il existe ces deux formes un petit peu particulières d'épaule douloureuse et instable et ces formes douloureuses pures d'instabilité qui parfois posent des problèmes diagnostiques. On va les rencontrer dans des types de sports un peu particuliers, donc les sports contact, le foot, le rugby, des sports d'armée, le tennis, le volley, l'escalade, par exemple. Aussi, ce matin, j'ai vu un patient qui s'est luxé l'épaule sur une prise d'escalade, et des sports contact plus armés comme le handball. On va simplement, nous, beaucoup s'aider de ce fameux score ISIS qui a été décrit par Pascal Boileau il y a quelques années et qui nous aide beaucoup dans la décision thérapeutique, mais je ne vais pas insister là-dessus. Ces instabilités à forme douloureuse pure, comme on disait, le diagnostic est parfois difficile parce que les patients ne rapportent pas du tout de notion de luxation. Alors parfois, on a des notions de subluxation, mais qui ne sont pas forcément toujours très bien décrites par le patient. Ce sont des patients qui viennent nous voir en consultation avec des douleurs à l'armée du bras. Donc l'armée, c'est vraiment le lanceur, hein, d'aller loin en une rotation externe, en adduction et en rétropulsion. Et ces douleurs peuvent être plus ou moins améliorées par le test de relocation. Le test de relocation, c'est le test qui est la vignette en haut à droite, où on va pousser la tête de l'humérus en arrière et on va avoir une amélioration des douleurs du patient. L'examen un petit peu de référence, c'est l'arthroscanner qui va retrouver des lésions du labrum, qu'on appelle des lésions de Bankart, plus ou moins couplées à des lésions cartilagineuses. Et vous le voyez sur la diapositive du bas, le produit de contraste qui réussit à aller jusqu'à l'os sous-chondral et qui vient témoigner de cette fissure au niveau du labrum. La prise en charge de ces instabilités à forme douloureuse, comme très souvent en orthopédie, on commence par un traitement médical avec de la kiné, de proprioception, de renforcement musculaire, de stretching et des infiltrations pour essayer de soulager les douleurs du patient. Et en cas d'échec de ce traitement médical, il est admis que les chirurgies de stabilisation peuvent améliorer les patients. Et dans ce contexte, les résultats sont un petit peu meilleurs avec une chirurgie de butée coracoïdienne qu'une chirurgie de réparation du labrum. Je vous ai pris cet exemple de la chirurgie de l'instabilité de butée coracoïdienne. Cette chirurgie consiste à déplacer la coracoïde pour confectionner une butée qu'on va venir positionner en avant de la glène. On va venir la positionner, comme vous le voyez, avec deux vis en attendant la consolidation de cette butée. Cette chirurgie, c'est un petit peu la référence dans la prise en charge de l'instabilité. C'est ce qui va le mieux fonctionner. Et comme vous le voyez, cette méta-analyse qui avait été faite, publiée en 2019, retrouve des taux de retour au sport qui sont quand même globalement très bons, avec 90% de taux global de retour au sport et on va dire un taux de retour au sport au même niveau, un petit peu inférieur, à environ 70%. Le délai de retour au sport après cette chirurgie-là est classiquement d'environ 6 mois et il est admis que dans ces formes douloureuses pures, les résultats sont un petit peu moins bons. On enchaîne avec une du coup deuxième grande catégorie de pathologies qu'on va retrouver potentiellement chez le sportif. Ce sont les SLAP lésions. Donc, c'est une terminologie anglaise, américaine, qui a été décrite par Snyder il y a quelques années, qui veut dire globalement qu'il existe une désinsertion de la partie plutôt supérieure du labrum et qui peut plus ou moins s'étendre au tendon du long-biceps. Vous le voyez, la classification avec 4 stades. Alors maintenant, elle a été étendue, il y a plus de stades que ça, mais la classification initiale, c'était 4 stades avec des lésions plutôt supérieures du labrum et qui peuvent potentiellement, notamment dans les stades 4, aller jusqu'à une atteinte du biceps. Ces pathologies, l'origine, elle est soit d'origine traumatique, soit par une chute ou une traction violente du bras, soit finalement plus fréquemment des micro-traumatismes répétés chez le sportif de lancer qui peuvent conduire à ces désinsertions labrales. C'est cela, finalement, on se rend compte qu'elles sont isolées de façon assez rare.
et qu'elles sont plus fréquemment finalement associées à une instabilité. Les patients viennent nous voir avec une symptomatologie qui est peu spécifique, avec des douleurs, des dérangements internes, des sensations de claquement, ou un manque de force, ou certains sportifs professionnels peuvent nous noter une diminution des performances. Le test le plus significatif, c'est peut-être le test qui a été décrit par O'Brien, qui est une douleur qui va survenir en adduction d'environ 10 degrés, en rotation interne et en mise en compression. Et cette douleur va être améliorée lors du passage en rotation externe et qui peut être un élément évocateur d'une slap lésion. L'examen, eh ben, on en a fait, on doit en faire plusieurs parce que le diagnostic est difficile, parce qu'il existe en fait beaucoup de variations anatomiques au niveau du labrum. Et donc, on va avoir besoin parfois de faire une IRM, puis un arthroscanner, puis parfois un arthro-IRM. Et parce que, encore une fois, il existe des variations anatomiques du labrum et de temps en temps, il est difficile de mettre en corrélation les symptômes du patient et les lésions retrouvées sur les imageries. Comme on disait tout à l'heure, en orthopédie, on commence souvent par un traitement médical et donc on va aussi mettre en route un traitement par kiné, un traitement par infiltration. Et en cas d'échec de ce traitement médical, il est dans ce cas-là possible de discuter d'une chirurgie. Donc, comme on disait, ces SLAP de façon isolée sont relativement rares. Il a été décrit des réparations du labrum, il a été décrit des débridements ou des résections du labrum, plus ou moins couplés à un geste sur le fameux tendon du biceps, en fonction un peu du stade de l'atteinte. Et dans ce cas-là, on va avoir une chirurgie arthroscopique, hein, bien sûr. Pour les SLAP associés à une instabilité, eh ben, on va plutôt, du coup, dans ce cas-là, aller prendre en charge l'instabilité, alors par une réparation du labrum ou par, finalement, une chirurgie de butée coracoïdienne. J'ai trouvé une autre méta-analyse concernant le taux de retour au sport au niveau de ces chirurgies pour les SLAP de type 2. C'était une méta-analyse qui quand même analysait 500 patients, 200 sportifs, donc 90 joueurs de baseball. Alors c'est une méta-analyse américaine, hein, aux États-Unis, ils pratiquent des sports que nous on fait moins en Europe, avec des taux globalement de retour au sport et plutôt des bons résultats, de 65 à 90% de bons résultats, avec encore une fois, quand on analyse un peu plus finement, 73% de retour au même niveau. C'est cela, je vous ai isolé cette phrase. En fait, on pense finalement que c'est probablement des lésions un petit peu d'adaptation pour le lanceur. À force de lancer, pour augmenter la vitesse de lancer, le lanceur va augmenter encore la rotation externe et c'est peut-être un mécanisme d'adaptation de l'épaule à ce type de sport. Et on s'est rendu compte que quand on allait réparer de façon combinée une slap et une rupture des tendons, on enraidissait un peu l'épaule et souvent les résultats n'étaient pas bons, probablement parce qu'on les enraidissait, les patients. On enchaîne avec un peu notre troisième grande entité pathologique, qui est la tendinopathie non rompue de la coiffe. Alors, pour rappel, il existe deux grandes théories. Il existe la théorie par conflit, donc l'atteinte extrinsèque, le conflit sous-acromial qui va être à l'origine d'une bursite, puis d'une inflammation du tendon et qui peut potentiellement aller jusqu'à la rupture. Et à cette théorie s'oppose un petit peu la théorie intrinsèque, où finalement c'est un vieillissement un petit peu naturel du tendon, une moins bonne vascularisation, une moins bonne élasticité du tendon, qui est à l'origine de la rupture tendineuse. Ces tendinopathies de la coiffe, ça concerne encore une fois surtout le sportif d'armée qui va sursolliciter son épaule et par micro-traumatisme répété, on peut avoir des tendinopathies par surmenage. Il existe des tendinopathies par conflit. Et le docteur Levy nous en reparlera, mais ce fameux conflit glénoïdien postéro-supérieur peut entraîner une tendinopathie par justement tous ces cycles répétés à force de lancer et par conflit postéro-supérieur. Et donc finalement, on va aller rechercher sur le bilan d'imagerie l'absence ou la présence de signes de conflit avant de conclure à l'origine de la tendinopathie. Encore une fois, c'est un examen clinique qui n'est pas très spécifique, avec des douleurs souvent d'apparition progressive qui vont varier selon le stade de la tendinopathie, avec jusqu'à parfois des douleurs nocturnes. Et par contre, ce qui est classiquement fait pendant l'examen, c'est d'avoir un testing tendineux normal, alors des douleurs, mais pas de manque de force parce que les tendons ne sont pas déchirés dans le cadre de ces tendinopathies non rompues. L'examen clinique va nous permettre d'analyser un petit peu, rechercher des diagnostics différentiels.
entre une arthrose, une arthropathie acromioclaviculaire, dont on va reparler juste après. Et puis, on va analyser un petit peu, je vous ai montré sur les images du bas, la typologie acromiale qui va nous donner un petit peu des informations sur potentiellement l'origine de cette tendinopathie et rechercher des signes pouvant faciliter justement ce conflit sous-acromial avec un acromion potentiellement un petit peu courbe qui pourrait faciliter une irritation de la coiffe. L'examen un petit peu de roi sur cette indication, c'est bien sûr l'IRM qui va nous permettre d'analyser les anomalies de signal au niveau du tendon, rechercher les signes de tendinopathie. Et de temps en temps, pour être certain que le tendon ne soit pas rompu, on peut proposer de faire un arthroscanner qui permettra d'affirmer de façon assez certaine l'absence ou non d'une rupture tendineuse. Le traitement, comme je vous disais tout à l'heure, il est encore une fois d'abord médical. On va privilégier un repos sportif, des cures courtes d'anti-inflammatoires, essayer d'adapter la gestuelle du sportif. On va mettre en route de la kiné avec de la physiothérapie principalement, du travail excentrique, des étirements pour retrouver de la souplesse. On parlera longuement du renforcement musculaire si vous avez envie dans les prochaines minutes, mais nous, aujourd'hui, moi personnellement, je fais très peu dans cette indication-là, encore une fois, faire de renforcement musculaire à ces patients. Des infiltrations sous-acromiales, bien sûr, peuvent se faire réaliser pour essayer de, encore une fois, optimiser au maximum le traitement médical. Pourquoi on va privilégier le traitement médical? Parce qu'on s'est rendu compte que dans cette indication, l'arthroscopie doit être une solution un petit peu de dernier recours. On va l'envisager après au moins 4-6 mois de traitement médical bien conduit et on va envisager l'arthroscopie en cas vraiment d'échec de ce traitement médical. L'arthroscopie va permettre aussi d'avoir une exploration intra-articulaire et d'éliminer d'autres causes aux douleurs. Des slap lésions, des lésions d'instabilité avec les formes douloureuses pures dont on parlait tout à l'heure, des signes, pourquoi pas un conflit glénoïdien postérieur dont on va vous reparler, des lésions du labrum et des lésions potentiellement sur le biceps et qui pourraient nous potentiellement faire adapter un petit peu notre geste au moment de l'exploration intra-articulaire. En cas d'absence de lésion intra-articulaire, il faut passer ce qu'on appelle dans l'espace sous-acromial, c'est-à-dire mettre la caméra au-dessus du tendon et venir faire ce qu'on appelle une bursoscopie pour aller rechercher des lésions d'irritation de la coiffe superficielle par justement un mécanisme de conflit. Dans ce cadre-là, l'acromioplastie peut montrer des bons résultats. Encore une fois, si l'IRM montre des anomalies de signal intratendineux ou de la phase superficielle, si l'infiltration test a été d'efficacité temporaire, dans ce cas-là, l'acromioplastie isolée peut avoir un bénéfice. Mais attention, comme vous le voyez juste en dessous, l'acromioplastie peut conduire à des échecs et donc on va vraiment être prudent sur cette indication-là. 30% d'échecs, donc 30% de patients qui restent douloureux ou qui ne se sentent pas améliorés par cette chirurgie. Très, très, très rapidement, parce que le docteur Lervin va revenir dessus, on disait les tendinopathies par surmenage qu'on oppose un petit peu, entre guillemets, aux tendinopathies par conflit. Ces tendinopathies par conflit, l'exemple du conflit glénoïdien postéro-supérieur décrit par Walsh, c'est un conflit, comme vous le voyez sur la diapositive du bas, entre la partie postérieure de la glène, le labrum postérieur et la face profonde de la coiffe postéro-supérieure entre la jonction entre l'infraépineux et le sus-épineux. C'est généralement une pathologie qui survient chez le sportif intense avec une gestuelle d'armée et c'est des douleurs à l'armée du bras, bien sûr, mais qui ne vont pas être améliorées par le test de relocation, à l'inverse tout à l'heure de l'instabilité dont on parlait. On constate souvent que les patients, souvent par des mécanismes adaptatifs, ont une limitation de la rotation interne 2 et on va chercher sur l'IRM ou l'arthroscanner des lésions en miroir. Donc, comme on disait, à la fois de la face profonde du tendon et de la partie postérieure de la glène. Je m'arrête là parce que le docteur Levin en reparlera un petit peu plus longuement. Quatrième pathologie, l'arthropathie acromioclaviculaire isolée, qui est aussi une pathologie qu'on peut rencontrer chez le sportif, avec deux origines de ces arthropathies, soit une simple inflammation avec petit à petit une usure qui va conduire jusqu'à cette arthropathie acromioclaviculaire, soit des ostéolyses distales de la clavicule qui peuvent être post-traumatiques. Donc c'est pour ça que j'insiste pas trop. On est plutôt dans la pathologie micro-traumatique aujourd'hui.
Ça concerne beaucoup les sportifs de musculation, type haltérophilie, qui vont faire des gestuels répétés en mettant en contrainte leur articulation acromioclaviculaire. Et il peut y avoir un facteur favorisant, c'est les patients qui ont eu un antécédent de disjonction acromioclaviculaire. À l'examen clinique, pour le coup, c'est un petit peu plus spécifique, avec des douleurs assez supérieures à la palpation vraiment de l'articulation acromioclaviculaire, des douleurs qui sont reproduites par ce fameux cross-arm test où on vient mettre en contrainte l'articulation acromioclaviculaire. On va en profiter pour vérifier bien sûr la stabilité antéro-postérieure et supérieure de l'articulation. On peut, c'est décrit, de faire un test infiltratif à la xylocaïne qui est censé améliorer les symptômes du patient. Les radios, bien sûr, vont nous montrer des signes d'arthropathie et l'IRM, comme vous voyez en bas, va nous montrer un hypersignal de la région avec, souvent, on voit des arthropathies acromioclaviculaires en poussée. La conduite à tenir, bah, comme souvent, on commence par un traitement médical, du repos sportif, des cures anti-inflammatoires et éventuellement une infiltration de dérivés cortisoniques qui peuvent avoir des très bons résultats. Et en cas d'échec de ce traitement médical, classiquement, encore une fois, après 3 à 4 mois de traitement médical bien conduit, on peut proposer sous arthroscopie une résection de du demi-centimètre, du centimètre externe de la clavicule, qui classiquement donne, dans cette indication-là d'acromioplastie acromioclaviculaire isolée, donne des bons résultats avec 80-90% de résultats satisfaisants avec un retour au sport qui est à peu près équivalent. Enfin, pour vous finir un petit peu cet état des lieux des douleurs de l'épaule chez le sportif, je voulais parler d'une pathologie d'origine neurologique. Et j'ai pris l'exemple de la compression du nerf suprascapulaire. Le nerf suprascapulaire, c'est un nerf qui est important pour la fonction de l'épaule parce qu'il donne l'innervation pour le muscle du sus-épineux et l'infraépineux. Ce nerf, il peut être comprimé à deux endroits, entre guillemets, avec une localisation possible au niveau de l'échancrure supraglénoïdienne ou au niveau de l'échancrure spino-glénoïdienne. Ça peut concerner, on va dire, les sportifs de lancer par des mécanismes en fait de traction et d'étirement répété du nerf et qui vont venir entraîner une petite fibrose autour du nerf et qui peuvent venir du coup entraîner une compression neurologique et une souffrance du nerf. Et ça peut venir aussi par une compression extrinsèque du nerf par un kyste. Alors, simplement pour vous illustrer un petit peu, juste je vous explique, sur l'IRM, en haut à gauche, on voit le kyste au niveau de l'échancrure supraglénoïdienne, donc ce qui est tout à fait possible aussi. Alors que en haut à droite, l'IRM, on voit un kyste en localisation plutôt spinoglénoïdienne. Ces kystes, ils surviennent très classiquement en cas de fissure du labrum postérieur. La fissure du labrum postérieur permet un passage du liquide synovial et qui vient alimenter en fait le kyste et qui peut du coup devenir compressif. L'IRM va nous permettre d'analyser l'IRM et l'arthroscanner, cette fissure du labrum postérieur, rechercher donc la présence ou non d'un kyste et surtout d'analyser le retentissement musculaire. Et donc, on va rechercher un œdème musculaire qui peut être le témoin justement d'une souffrance neurogène du muscle. L'électromyogramme va nous aider dans la conduite à tenir diagnostique et thérapeutique. Et on va discuter en absence de souffrance nerveuse et de retentissement musculaire d'un traitement médical, encore une fois, et une ponction infiltration de ce kyste peut s'envisager. En cas d'échec, encore une fois, du traitement médical et en cas de présence d'un kyste compressif, on peut aller sous arthroscopie, mettre à plat le kyste, plus ou moins avec un débridement labral, plus ou moins une réparation labrale, ça dépend un petit peu des écoles. Enfin, si la localisation de la compression est plutôt au niveau de l'échancrure supraglénoïdienne, il est possible d'aller, encore une fois, sous arthroscopie, réaliser une libération, une neurolyse du nerf suprascapulaire avec l'ouverture du ligament transverse qui vient fermer cette échancrure. Enfin, je voulais simplement vous signaler que 10% environ des douleurs
qui sont étiquetées douleurs de l'épaule, finalement, sont des douleurs d'origine plutôt cervicale. Et les névralgies cervico-brachiales ne sont pas à oublier dans notre démarche un petit peu diagnostique quand on voit un patient qui vient pour des douleurs de l'épaule. Et bien sûr, ces douleurs sont un petit peu différentes, mais parfois sont similaires à des douleurs de l'épaule. Et donc, moi, souvent, j'ai remarqué que des douleurs plutôt supérieures qui allaient suivre un territoire potentiellement jusqu'à la main, il fallait faire attention et aller explorer les cervicales avec des radios et puis une IRM. Ces douleurs, bien sûr, vont être systématisées selon la hauteur de l'atteinte au niveau des cervicales. Je pense avoir fait un état des lieux, j'espère, le plus complet possible sur ces douleurs de l'épaule chez le sportif. Et du coup, pour conclure, globalement, le taux de retour au sport après une chirurgie de l'épaule est plutôt bon. Dans le cadre de l'instabilité, comme je vous montrais tout à l'heure, après buter, ben, on a 90% à peu près de taux de retour au sport. Alors, j'extrapole un petit peu, mais ce n'était pas le sujet de la présentation aujourd'hui, mais pour les pathologies de tendons et de rupture de la coiffe des rotateurs, le taux de retour au sport est à peu près de 85%. Et dans le cadre des arthroses, on a aussi des méta-analyses et des études qui nous montrent que le taux de retour au sport est assez bon avec 85% des patients qui arrivent à revenir à leur sport dans le cadre des chirurgies du coup prothétiques de l'arthrose. Bien sûr, le délai est variable en fonction de la pathologie et ça se comprend assez nettement. Enfin, simplement pour modérer un petit peu les taux de retour au sport qui sont globalement bons, quand on regarde plus finement, le taux de retour au sport au même niveau, selon la pathologie, peut être quand même un petit peu décevant. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ben, nous, malheureusement, on ne remet rarement à neuf, voire même jamais à neuf, et que bah, une blessure, c'est quand même souvent grave pour le sportif, notamment professionnel, et que ben, on va essayer de cicatriser les tissus, d'améliorer la fonction, mais ce ne sera pas de la remise à neuf. Et donc, ça peut expliquer ben, ces taux de retour au sport au même niveau, notamment chez les sportifs professionnels, qui sont parfois un petit peu décevants. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, je vais laisser la parole au docteur Levin, qui du coup va nous éclaircir un petit peu sur ce fameux conflit glénoïdien postéro-supérieur. Et puis, ben, on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Merci Christophe. Bonsoir à tous. Donc, je vais revenir sur une des causes de douleur du sportif à l'armée du bras, puisque c'est spécifique effectivement de l'armée. Donc, le conflit glénoïdien postéro-supérieur du sportif d'armée, c'est une pathologie qui est tout à fait particulière, qui a été décrite au moment où l'arthroscopie de l'épaule a été généralisée, c'est-à-dire dans les années 80-90. On avait constaté que dans les sports d'armée, les lésions observées étaient souvent les mêmes, avec des lésions de l'insertion de la coiffe de la face profonde ici, qui donne cet aspect pelucheux en arthroscopie, et les lésions du bourrelet postéro-supérieur de la glène, ce qu'on appelle le labrum, hein, c'est le bourrelet glénoïdien, avec cet aspect très irrégulier du bourrelet. Et en fait, Gilles Walch, que vous connaissez sûrement, qui est un chirurgien de l'épaule de Lyon, avait décrit en 1991 ce conflit mécanique comme l'explication possible de ces lésions qui étaient constamment vues. Alors aux États-Unis, c'est né beaucoup aux États-Unis avec les pitchers ou les lanceurs, les arrières en football américain qui lancent très loin devant et qui développaient ce type de pathologie. Et en fait, il a proposé cette explication mécanique d'un conflit entre la face profonde du sus-épineux et le bord postérieur de la glène en armée du bras, c'est-à-dire en abduction, rotation externe, le tendon vient s'impacter sur le bord postérieur. Alors, ce contact, il est physiologique. Là, vous avez ici une vue IRM en position d'armée et là, une coupe anatomique avec le muscle et le tendon sus-épineux. Et vous voyez que ce contact est physiologique, mais c'est la répétition de milliers de cycles chez un sportif intensif qui peut créer un véritable conflit avec d'une part des lésions tendineuses qui commencent par des lésions de la face profonde de l'insertion ici, qui peuvent ensuite délaminer le tendon jusqu'à, au bout de plusieurs années, aboutir à des ruptures totales. On verra un exemple sur une vidéo tout à l'heure. Et en regard, ce qu'on appelle les lésions en miroir, c'est-à-dire que lors du mouvement d'armée, ça vient s'impacter ici et développer une pathologie à la fois du bourrelet, parfois au niveau de l'os, et on a mis en évidence plus tard que finalement il y avait souvent une petite réaction osseuse, d'éperon qu'on va voir un peu plus sur l'imagerie.
parfois au niveau du… Alors, le tableau clinique, il est vraiment stéréotypé. C'est toujours une douleur à l'armée du bras. Ça peut devenir petit à petit dans la vie quotidienne, mais au départ, c'est une douleur au smash, une douleur au lancer. Et ça concerne des handballeurs, les tennisman, des lanceurs de javelot. C'est toujours dans le cadre d'une pratique intensive. C'est-à-dire que ce n'est pas une pathologie du sportif occasionnel qui fait un match de tennis de temps en temps. C'est vraiment une pathologie mécanique d'un sportif intensif et de longue date. Alors l'imagerie, il faut savoir regarder finement parce qu'on peut avoir ce type d'encoche avec un aspect un peu arrondi qui est un peu différent des encoches qu'on rencontre dans l'instabilité antérieure. Il y a un aspect un peu mité qui est dû à l'impaction de cette zone sur le bord postérieur de la glène. Ce bord postérieur de la glène, on peut le mettre en évidence sur ce qu'on appelle le profil de Bernageau, qui est un profil où on met la main sur la tête, comme ça, qui permet de bien développer le bord postérieur et vous pouvez avoir cette hyperostose ici, prenant la forme parfois d'un véritable éperon. L'arthroscanner dans cette pathologie est mieux que l'IRM parce qu'on peut mettre en évidence cette petite fuite de produits de contraste dans l'insertion du sus-épineux, ici vers la petite flèche, et le scanner avec les coupes horizontales qui montrent, vous voyez, cette hyperostose, cette réaction osseuse due au conflit mécanique avec parfois une image en double contour sur les coupes sagittales. C'est une vue de profil, ça c'est l'arrière de la glène osseuse, et vous voyez ce rebord osseux. Donc c'est des choses qu'on n'avait pas mis en évidence au tout début et qu'on a mis en évidence à force de traiter ce type de sportif. Alors voilà l'aspect de cet éperon au scanner. Vous voyez que ça peut prendre un aspect assez agressif et on peut imaginer qu'en rotation externe, quand la face profonde de l'insertion du épineux vient s'impacter sur ce rostre, eh bien ça puisse développer à la fois des lésions sur le tendon et des douleurs à l'armée. Voilà ici ce qu'on peut voir sur un profil. Ça, c'était un des premiers cas de glénoplastie, comme on va le voir plus tard. Alors évidemment que, comme vous l'a dit Tanguy, cette pathologie, en fait, elle s'exprime par des douleurs qui sont comparables à d'autres pathologies, parce que l'instabilité antérieure à forme douloureuse pure, c'est des gens qui ne témoignent d'aucune luxation ou subluxation, qui ont eu un choc à un moment. Il y a pas mal de rugbyman ou de judoka dans ce cadre-là, parce qu'à la suite d'un choc, il n'y a pas eu de perception d'instabilité et ils viennent consulter pour des douleurs à l'armée du bras. Donc, il faut bien analyser le bilan radio, arthroscanner, parce que là, les lésions sont non plus sur le bord postérieur de la glène, mais sur le bord antérieur, avec la lésion qui vous a montré le passage de produit de contraste blanc au contact de l'os sous-chondral, qui est pathognomonique de l'instabilité antérieure. L'encoche de Malgaigne, elle est un peu différente de l'encoche du conflit postérieur. C'est une encoche qui est beaucoup plus nette à l'emporte-pièce, alors que l'encoche du conflit postérieur est plus mitée. Bon, c'est des petites finesses, mais c'est important. Et puis surtout, à l'arthroscopie, on a une désinsertion du bourrelet antérieur, ce qui n'est pas le cas du bourrelet postérieur. Les SLAP lésions, pareil, elles s'expriment par des douleurs à l'armée, donc c'est difficile à l'examen clinique de les mettre en évidence et on a parfois recours effectivement à l'arthroscanner ou l'arthro-IRM qui montre à ce moment-là une fuite de produit de contraste sur le bourrelet supérieur, au pied du biceps. Ici, bon, c'est pas très facile à imager, c'est souvent une constatation arthroscopique en notant bien, comme l'a dit Tanguy, que de faire la différence entre une vraie lésion et une variante anatomique du bourrelet supérieur, ça c'est une vraie SLAP type 2, c'est-à-dire qu'avec un décollement du bourrelet supérieur, mais il y a des bourrelets supérieurs qui sont de façon anatomique un peu décollés. Donc, c'est pour parler du diagnostic différentiel. Et certaines tendinopathies du épineux, comme il vous l'a dit, peuvent aussi s'exprimer par des douleurs à l'armée. Donc, c'est important de connaître ces pathologies pour essayer de faire la part des choses et d'essayer de catégoriser le sportif, savoir si c'est plutôt un conflit glénoïdien, un conflit sous-acromial, une tendinopathie par surmenage, une instabilité antérieure à forme douloureuse pure, une SLAP lésion. Vous voyez que le catalogue, c'est pas juste des phrases, c'est une réalité clinique. Alors, face à ces conflits postérieurs, on commence toujours par un traitement fonctionnel. D'abord, c'est important que le sportif comprenne ce qui se passe avec cette notion d'impaction du tendon sur le bio postérieur. On doit toujours essayer un repos sportif, pas toujours facile à obtenir, mais 3 mois minimum si on veut espérer laisser cicatriser des petites lésions. C'est un peu illusoire, mais c'est important de faire les choses par étapes et puis surtout une rééducation spécifique avec des étirements de la capsule postérieure, parce qu'on s'est rendu compte que chez ces sportifs, il y avait une asymétrie, il y avait une raideur en rotation interne, ça c'est le bras qui lance,
par rapport au bras contralatéral. Et vous voyez que là, en rotation interne 2, en RI2, eh bien, il est beaucoup plus raide du côté qui lance, du côté dominant que de l'autre côté. Donc, on fait des étirements. Burkhardt avait décrit en décubitus latéral, donc la main saine vient pousser l'autre main vers le bas, ou des adductions croisées, comme le cross-arm stretch, qui est une technique d'étirement que les kinés qui sont là ce soir connaissent bien. Et puis, un renforcement statique puis dynamique des rotateurs internes, des rotateurs externes, de la proprioception en secteur critique et un travail des stabilisateurs de l'omoplate. Ça, c'est très important, et notamment le grand dentelé avec des exercices de difficulté croissante, le but étant de stabiliser de façon dynamique l'épaule. Changement de geste, ben on essaye, c'est-à-dire qu'on évite ce genre de lancer pour privilégier la rotation du tronc, le verrouillage pelvien. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être efficaces chez un sportif qui a encore la possibilité de changer son geste, mais qui est souvent difficile à concilier avec un maintien de la performance. Mais en tout cas, il faut éviter de favoriser ce conflit par une position trop frontale comme ce handballeur, et plutôt favoriser la rotation du tronc ici. Si le traitement médical est inefficace, eh bien, le traitement arthroscopique a une place. Alors, voilà l'aspect arthroscopique normal. Alors, cette communication, c'est aussi pour vous montrer des images, des vidéos. Donc, ça, c'est une arthroscopie normale avec une face profonde. Vous voyez le biceps ici et l'insertion du sus-épineux au ras du cartilage, bien lisse, et un bourrelet postérieur ici qui est bien régulier. Ça, c'est un exemple de conflit avec cette rupture partielle de la face profonde. Et voyez ce que ça donne sous arthroscopie. Vous avez le biceps ici qui part, et vous allez voir l'insertion du sus-épineux qui n'a rien à voir avec celle de gauche, là, avec cet aspect un peu caverneux dans l'insertion du sus-épineux, l'encoche dont je vous ai parlé, dont on voit ici, et le bourrelet postérieur. Donc la zone qu'on a vue juste avant vient s'impacter sur ce bourrelet postérieur qui est très remanié. Alors sous arthroscopie, on essaye de mettre en contact la zone abîmée avec le rostre postérieur de la glène. Et donc, c'est la mise en armée du bras qui vient confirmer le conflit. Vous voyez, c'est la face profonde de l'insertion qui vient s'impacter, s'empaler littéralement sur les ponts osseux. Alors, pendant longtemps, on a fait un simple débridement. Débridement, ça veut dire nettoyage. Alors, on nettoyait avec des petits instruments rotatifs le bourrelet postérieur, la face profonde de la coiffe, qui avait le mérite d'être peu invasif, avec une récupération rapide, mais avec des résultats très inconstants, puisqu'une reprise, vous voyez, alors des publications américaines toujours un peu très optimistes, puis au fil des années, vous voyez, 85, 95, 97, le pourcentage diminue, et finalement, ça, c'est une série qu'on avait publiée avec Nicolas Riant et Gilles Walsh à l'époque où on faisait que des débridements, seulement 16% de retour au même niveau, seulement 40% de satisfaits. Et constatant que finalement, il y avait fréquemment cette réaction osseuse avec un éperon, on s'est dit, mais pourquoi ne pas compléter ça d'une glénoïdéoplastie postérieure, comme on fait des acromioplasties en rabotant l'acromion. Bien, là, l'idée, c'était de raboter cet éperon en nettoyant le bourrelet très pathologique et de raboter le rebord osseux. Alors, voilà comment ça se passe. On introduit une aiguille juste au-dessus du biceps pour être sûr qu'on est bien dans l'axe pour travailler sur le bourrelet postérieur. Cette aiguille va nous permettre de guider ensuite une lame de bistouri fine pour pouvoir passer des instruments. Ça, c'est le temps de nettoyage du bourrelet. Vous voyez, on se sert d'un shaver pour mettre en évidence le petit éperon qui est sous le bourrelet postérieur, avec ici une espèce de formation osseuse qu'on va ensuite raboter. C'est ce terme de glénoïdoplastie. Vous voyez ce que ça donne de profil avec tout ce rebord osseux très, très saillant et qu'on va aplanir jusqu'à obtenir une surface bien lisse. On fait également, on relâche la capsule postérieure, on voit les fibres du sous-épineux ici, parce qu'on a incisé la capsule postérieure pour relâcher cette raideur en rotation interne. Et voilà l'aspect final de la glénoïdoplastie. Alors, les suites, c'est simple, hein, c'est 3 jours d'écharpe, 3 semaines pour une vie quotidienne, 3 mois pour reprendre progressivement le sport, 6 mois pour la performance. Vous voyez qu'à 15 jours, en fait, on a déjà une récupération. C'est le gros intérêt des interventions arthroscopiques. On ne fait pas de réparation, c'est du nettoyage. Et donc, la récupération est censée être très, très rapide. Donc, à 15 jours, ils ont une mobilité normale. On avait publié donc en 2012 les 30 premiers cas. Vous voyez qu'on a attendu 10 ans avant de parler de cette glénoïdoplastie.
Et sur les 30 premiers cas, il n'y a eu aucune complication, pas d'arthrose particulière et surtout pas d'instabilité postérieure, avec un retour au même niveau sportif pratiquement de 70%. Tanguy vous a dit dans l'intervention plus classique de buter des instabilités antérieures, c'est à peu près le taux de reprise au même niveau. Ben, vous voyez qu'on atteint avec ce geste supplémentaire par rapport au débridement un taux quand même tout à fait honorable. Bon, certains patients déchus, bien souvent corrélés à l'importance de la lésion du tendon. Quand vous voyez la vue arthroscopique, on peut comprendre ça. Alors, en conclusion, cette pathologie n'est à évoquer que dans un contexte sportif de bon niveau, régulier, ancien, et face à une douleur à l'armée. L'examen clinique est souvent pauvre, c'est une douleur à l'armée qu'on reproduit, le sportif vous dit bah oui c'est ça, et importance de bien regarder les clichés radiographiques, le profil et surtout l'arthroscanner, toujours commencer par un traitement fonctionnel précis avec une rééducation spécifique, mais il faut savoir qu'il y a une place pour l'arthroscopie, c'est-à-dire qu'en cas d'échec du traitement, chez un sportif motivé, ça vaut la peine de faire ce geste arthroscopique avec une glénuloplastie s'il y a un éperon, s'il y a une formation osseuse avec des suites simples et un taux de reprise à 70%. Donc ça, c'est une des pathologies du sportif d'armée à confronter aux autres pathologies dont vous a parlé Tanguy. Alors, on va se remettre tous les deux devant la caméra pour pouvoir recueillir vos questions sur ces pathologies-là ou d'autres pathologies, toute la pathologie de l'épaule du sportif qui pourrait vous susciter ces questions.